Chapitre 11. Retour aux sources. Le train émergea du désert au lever du soleil, révélant Santa Fe niché dans ses collines ocres. Lex regardait défiler le paysage par la fenêtre, incapable de dormir malgré l'épuisement. Son reflet fantomatique se superposait aux montagnes sangrées de cristaux. Un homme de 32 ans qui en paraissait 10 de plus ce matin. Les cernes sous ses yeux, la barbe de 3 jours, la tension permanente dans les épaules. Il se demanda brièvement ce que son père aurait pensé de tout ça. Le vieux Cartwright, pasteur anglican respectable, qui avait tant espéré voir son fils unique reprendre la paroisse familiale. « Désolé, père, j'ai choisi les tombeaux égyptiens plutôt que les sermons du dimanche. Et maintenant je cours après des artefacts qui pourraient détruire le monde. »« Tu rumines, dit Isabella sans ouvrir les yeux. Elle était recroquevillée sur la banquette d'en face, utilisant sa veste roulée comme oreiller. Je réfléchis. C'est ce que je dis. Tu rumines. Elle ouvrit un œil. Ça fait un bruit particulier, tu sais. Comme un moulin qui grince. Lex faillit sourire. Je ne savais pas que la réflexion était audible. Chez toi, oui. Tu fronces les sourcils, tu serres la mâchoire, et tu fixes un point dans le vide comme si tu voulais le faire exploser par la seule force de ta volonté. Elle se redressa et s'étira. Laisse-moi deviner. Sterling ? Entre autres. La vérité, c'est qu'il pensait à tout. À Sterling, prisonnier quelque part en Allemagne, à la sphère qui pulsait doucement dans son sac, ce poids constant qui ne le quittait plus, à l'ordre et à Vandermeer qui convergeaient vers eux comme des requins flairant le sang. Et oui, aussi, bien qu'il refuse de s'y attarder, à la femme assise en face de lui, qui avait risqué sa vie pour des gens qu'elle connaissait à peine, et dont le sourire moqueur provoquait chez lui des réactions qu'il préférait ignorer. Victoria dormait encore dans le compartiment adjacent. 3 jours de train depuis la Nouvelle-Orléans. 3 jours à regarder l'Amérique défiler, à éviter les agents de l'ordre, à planifier leur prochaine étape. « On arrive », annonça Lex, en voyant les premiers bâtiments d'adobe. La maison du professeur Harwick ressemblait plus à un musée d'anthropologie qu'à une habitation. Le jardin était parsemé de pétroglyphes et de poteries brisées, disposées comme des sculptures. Lex frappa à la porte, conscient du regard méfiant d'un voisin qui arrosait ses cactus. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Un bruit de chute à l'intérieur, suivi d'un juron créatif en grec ancien. La porte s'ouvrit brusquement sur un homme aux cheveux blancs ébouriffés, le corps sec et musclé sous un pyjama à rayures. « Cartwright ?» Il cligna des yeux derrière des lunettes au verre épais. « Nom d'un chien, vous êtes vraiment là ? Vous attendiez quelqu'un d'autre, peut-être ? » ?»« Non, c'est juste que... » Harwick consulta sa montre. 3 heures de l'après-midi. J'ai encore perdu la notion du temps. Il s'écarta pour les laisser entrer. Sterling m'a télégraphié il y a 6 mois, avant sa disparition. Il disait qu'un ancien élève viendrait peut-être me voir avec des questions impossibles. Je ne pensais pas que ça arriverait vraiment. L'intérieur était un chaos organisé de livres, de crânes, d'artefacts indéfinissables. Lex dut enjamber une pile de National Geographic pour atteindre le salon. Son œil d'archéologue repéra immédiatement plusieurs pièces de valeur. Une stèle olmèque authentique, des figurines précolombiennes, une carte portugaise du XVIe siècle. « Belle collection, dit-il. Certaines de ces pièces devraient être dans un musée. » Elles y étaient. Je les ai empruntées. Harwick sourit. « Pourrais-tu te prolonger ? » ?»« Asseyez-vous, si vous trouvez où. » Isabella débarrassa un fauteuil d'une pile de manuscrits, tandis que Victoria, qui les avait rejoints, photographiait discrètement la pièce. Lex sortit la sphère de son sac. Elle pulsait doucement, sa lumière bleutée créant des reflets étranges sur les murs. Harwick la fixa, bouche bée. Ses mains tremblaient quand il ajusta ses lunettes. « Seigneur !» murmura-t-il. « C'est réel. Mu et réel. » Vous en doutiez ? J'espérais et je craignais en même temps. Il se laissa tomber dans un fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. 40 ans à étudier les légendes du continent perdu. 40 ans à être traité de charlatan par mes pairs. Et maintenant... Il se leva brusquement, alla vers une armoire verrouillée. Ses gestes étaient fébriles, presque frénétiques. « Regardez ça !» Il étala une carte jaunie sur la table. « Francisco de Orellana, 1541.
premier Européen à descendre l'Amazone. Son chroniqueur a décrit une cité de pierre noire au confluent du Madeira. L'Église a censuré cette partie du récit. Lex examina le document avec l'œil critique qu'il réservait aux sources primaires. Le papier était authentique, l'encre de la bonne époque. Mais les annotations marginales... Ces notes ne sont pas d'époque, dit-il. 18e, peut-être 19e siècle. Hardwick le regarda avec un respect nouveau. Vous avez l'œil. Effectivement, les annotations sont d'un jésuite portugais, vers 1780. Mais le texte original, lui, est authentique. Comment pouvez-vous en être sûr? Je ne peux pas. Hardwick haussa les épaules. C'est le problème avec tout ce qui touche à Mu. Des indices, des fragments, des témoignages de seconde main. Jamais de preuves définitives. Il pointa la sphère. Jusqu'à maintenant. Lex apprécia l'honnêteté. Trop de chercheurs dans ce domaine étaient des charlatans ou des illuminés. Hardwick, au moins, admettait les limites de ses connaissances. « Parlez-moi du temple brésilien, dit-il. » Hardwick étala d'autres documents, des dessins, des cartes, des témoignages. Lex les parcourut rapidement, séparant mentalement le probable du fantaisiste. Les légendes Murat parlent d'un temple qui respire avec les eaux, expliqua Hardwick, qui apparaît quand le fleuve monte et disparaît quand il baisse. Superstition? Peut-être. Ou peut-être une description primitive d'une technologie que nous ne comprenons pas. Où ça exactement? Quelque part dans cette région. Hardwick traça un cercle au crayon rouge sur une carte moderne. 50 km² de jungle inexplorée. Le père Francisco, à la mission San Sebastián de Manaus, pourra vous en dire plus. C'est un vieil ami. Il connaît les Murat. Victoria photographiait chaque document. Isabella, elle, restait silencieuse, les bras croisés. Lex remarqua qu'elle fixait une carte du Yucatan punaisée au mur, probablement sans même s'en rendre compte. « L'ordre est venu vous voir, dit soudain Lex. Ce n'était pas une question. Hardwick tressaillit. Il y a 2 mois, des hommes déplaisants. J'ai menti. Je leur ai parlé d'un site fictif à 1000 kilomètres de là. Ils vous ont cru? Pour l'instant, il baissa la voix. Mais ils reviendront. Ils reviennent toujours. Un silence pesant s'installa. Lex réfléchissait. Les informations de Hardwick étaient précieuses, mais incomplètes. Une piste, pas une carte au trésor. C'était à lui de combler les vides. On part demain, décida-t-il. Le premier train pour le sud, puis un cargo vers Belém. Si vite? Hardwick semblait presque déçu. Je pourrais vous montrer d'autres documents, vous parler des... Chaque jour qu'on passe ici est un jour où l'ordre se rapproche. Lex se leva, tendit la main. Merci, professeur. Vraiment. Hardwick la serra, ses yeux brillants. Trouvez-le, Cartwright. Trouvez ce temple. Et quand vous l'aurez trouvé... Il hésita. Soyez prudent. Les habitants de Mu ont fait un choix terrible pour sauver le monde. Ne les laissez pas avoir fait ce sacrifice en vain. Le voyage jusqu'au Brésil prit 2 semaines épuisantes. Train jusqu'à Houston. Cargo jusqu'à Belém via Panama. 2 semaines à partager des cabines exiguës, à manger de la nourriture douteuse, à surveiller constamment leurs arrières. Pembroke leur envoyait des télégrammes aux escales. K à Sao Paulo, 12 hommes. V à fret hydravion à Belém. Ces réseaux d'informations semblaient infinis, ce qui mettait Lex mal à l'aise. On n'obtenait pas ce genre de renseignements sans contrepartie. Mais c'était un problème pour plus tard. Pour l'instant, ils avaient besoin de toute l'aide disponible. La nuit avant d'arriver à Belém, Lex ne trouvait pas le sommeil. La cabine était étouffante, l'air saturé d'humidité tropicale. Il monta sur le pont, espérant trouver un peu de fraîcheur. Isabella était déjà là, accoudée au bastingage, fixant les étoiles. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir » dit-il en s'accoudant à côté d'elle, pas trop près, à distance respectable. « Le bateau tangue trop. »« Ce n'est pas pour ça. » Elle tourna la tête, le regarda. Dans la lumière des étoiles, ses traits semblaient plus doux, moins sur la défensive. « Non, admit-elle, ce n'est pas pour ça. » Ils restèrent silencieux un moment. Le bateau fendait les vagues noires, son moteur ronronnant comme un animal fatigué. Quelque part au loin, un éclair de chaleur illumina l'horizon. « Tu penses à quoi » demanda-t-elle.
Lex réfléchit. Il pouvait mentir, dire quelque chose de banal, mais quelque chose dans cette nuit, dans ce moment suspendu entre deux mondes, l'incitait à l'honnêteté. « Je pense que je ne sais pas ce que je fais, dit-il. Je suis archéologue, je déterre des poteries et je déchiffre des inscriptions. Je ne suis pas... ça. » Il fit un geste vague, englobant tout, le bateau, la nuit, la course contre l'ordre. « Je ne suis pas un héros. » « Qui a dit que tu devais en être un ? » ?»« Personne. Mais les gens comptent sur moi. Sterling compte sur moi, et je... » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Pendant la guerre, j'ai vu des hommes mourir parce que leurs officiers prenaient les mauvaises décisions. J'ai juré que je ne serais jamais responsable de ce genre de... Et maintenant me voilà, à prendre des décisions qui pourraient tous nous faire tuer. » Isabella ne répondit pas tout de suite. Elle regardait les étoiles, son profil découpé contre le ciel nocturne. « Mon père, dit-elle finalement, était un révolutionnaire. Pas un grand chef, juste un homme qui croyait en quelque chose. Il est mort en 1918, pendant une embuscade. J'avais 16 ans. » Lex attendit. Il sentait qu'elle n'avait pas fini. « Après le massacre de mon village, j'ai fui. Le Mexique, l'Amérique centrale et finalement le Brésil. Pendant 2 ans, j'ai vécu ici, à faire de la contrebande, à survivre. Je me disais que si je bougeais assez vite, assez loin, je pourrais laisser mon passé derrière moi. » Elle eut un rire sans joie. « Ça n'a pas marché. »« Pourquoi tu me racontes ça ?» Elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent et Lex sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Parce que tu n'es pas le seul à ne pas savoir ce qu'il fait, Lex. Parce qu'on est tous en train d'improviser. Et parce que... » Elle hésita, puis détourna les yeux. « Parce que, parfois, les mauvaises décisions sont mieux que pas de décision du tout. » Le silence retomba, mais différent cette fois, plus intime. Lex était conscient de la chaleur qui émanait d'elle, de la proximité de son épaule, du parfum subtil de sa peau mêlée à l'air marin. Il aurait pu dire quelque chose, faire un geste, combler les quelques centimètres qui les séparaient. Il ne le fit pas. « On devrait essayer de dormir, dit-il. Demain sera une longue journée. » Elle hocha la tête, et il crut voir une lueur de déception dans ses yeux. Ou peut-être l'imaginait-il. « Bonne nuit, Lex. Bonne nuit, Isabella. » Il resta sur le pont longtemps après qu'elle fût partie, à regarder les étoiles et à se demander pourquoi il n'avait pas osé. Manaus les frappa comme une gifle humide. L'atmosphère amazonienne était épaisse, moite, vivante, comme respirée à travers une éponge chaude. Le port débordait d'activité, chaos de bateaux et de marchandises. « L'Amérique du Sud, » murmura Isabella en contemplant la scène. « J'ai passé 2 ans ici après avoir fui le Mexique. C'est ici que j'ai appris à vraiment voler, à survivre. » Lex la regarda. Elle ne parlait jamais de cette période de sa vie. Le fait qu'elle le fasse maintenant signifiait quelque chose, même s'il n'était pas sûr de savoir quoi. La mission San Sebastian se cachait dans le quartier colonial, un bâtiment blanchi à la chaux luttant contre l'assaut végétal. Le père Francisco les reçut dans son bureau-bibliothèque, une pièce fraîche qui sentait le papier moisi et l'encens. « Harwick m'a prévenu, par télégramme, dit-il, après les présentations. Son français était teinté d'un fort accent portugais. « Vous cherchez le temple das Aguas Profundas. Vous savez où il est ? Personne ne sait exactement. Le fleuve change chaque année. » Il sortit un journal relié de cuir usé. « Mais les Murat pourraient savoir. Leur village est à 3 jours en remontant la Madeira. » Il leur montra des pages couvertes de symboles. Lex reconnut les spirales familières, mais aussi d'autres motifs qu'il n'avait jamais vus. « Un chaman Murat m'a dessiné ceci avant de mourir, » expliqua Francisco. « Il parlait dans une langue incompréhensible, quelque chose de plus ancien que tout ce que je connais. » Il écrivit une lettre d'introduction pour le chef Murat. « Arawak est un homme sage, mais méfiant. Des étrangers sont venus il y a 6 mois. Aucun n'est revenu. »« L'ordre, dit Lex. »« Probablement. Mais ils ont échoué, sinon vous ne seriez pas ici. » Après la mission, Isabella les guida vers le marché vert au peso. Elle naviguait dans ce chaos avec l'aisance de quelqu'un qui y avait vécu autrefois. « Joao » appela-t-elle devant un stand de matériel nautique.
Un homme énorme, au sourire édenté, émergea de derrière une pile de pneus de pirogue. Il poussa un cri de joie en voyant Isabella. « Petite diablesse mexicaine! Ça fait quoi? 4 ans ?»« 4 ans, confirma-t-elle. Depuis l'affaire des frères Mendes. Ah, sale histoire. » Il regarda Lex et Victoria. « Des amis ?»« Des associés. On a besoin d'un bateau pour remonter le Madeira. » Joao siffla. « Ah, le Madeira? Maintenant? Les pluies commencent. Les rapides vont devenir mortels. » « Justement, on doit y être pour les pluies. » Après une négociation serrée, ils obtinrent une pirogue motorisée et un guide, Paolo, le neveu taciturne de Joao. Cette nuit-là, Lex monta sur le toit terrasse de leur hôtel modeste. Manaus s'étendait sous lui, mélange chaotique de lumière se reflétant dans le fleuve noir. Des pas derrière lui. Victoria et Isabella le rejoignirent. « Insomnie collective » demanda Victoria en allumant une cigarette. « Le fleuve, dit Isabella. » Elle s'accouda à la rambarde. « Il m'appelle, comme la jungle du Yucatan m'appelait autrefois. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Mon grand-père racontait des histoires. Sur notre lignée, sur des gardiens dispersés à travers le monde. » Elle eut un sourire triste. « Je pensais que c'était des divagations de vieux fous. Il mélangeait les légendes, inventait des détails, se contredisait d'une fois à l'autre. Mais maintenant... » Elle contempla le fleuve noir. « Quand j'ai fui le Mexique, j'ai erré pendant des mois. Et c'est ici que j'ai atterri. Comme si quelque chose m'attirait. » Elle secoua la tête. « Je n'ai jamais compris pourquoi. » Lex pensa aux visions de la sphère, aux gardiens dispersés, à la façon dont les fragments semblaient appeler ceux qui devaient les trouver. « Peut-être que ton grand-père n'était pas si fou que ça, dit-il doucement. » Leurs regards se croisèrent, un moment suspendu, chargé de non-dits. Un télégramme les attendait à la réception quand ils redescendirent. Pembroke. Cartos à Sao Paulo avec 20 hommes. Vandermeer à Belém, à fret des hydravions. Soyez plus rapide. Il va falloir que Pembroke se renouvelle, dit Lex en grimaçant. L'orage éclata cette nuit, transformant les rues en rivières. Dans sa chambre, Lex écoutait le tonnerre et pensait à tout ce qui les attendait. 3 jours de fleuve, un temple légendaire, des ennemis qui convergeaient vers eux, et une femme aux yeux sombres dont il ne pouvait pas chasser l'image de son esprit. Chapitre 12. Les ruines englouties. Le Rio Madeira méritait son nom, la rivière du bois. Des troncs morts dérivaient comme des léviathans endormis, certains assez grands pour fracasser leurs pirogues. Paolo naviguait entre ces obstacles avec une aisance née d'années d'expérience, ses yeux scrutant les eaux boueuses comme d'autres lisaient des livres. 4 jours depuis leur départ de Manaus. 4 jours de chaleur suffocante où la distinction entre sueur et pluie avait cessé d'exister. Lex avait abandonné toute prétention de dignité britannique. Chemise ouverte, manches retroussées, chapeau trempé enfoncé sur le crâne. Il se sentait comme un pudding laissé trop longtemps au soleil. « Tu souris » observa Isabella depuis l'avant de la pirogue. « C'est suspect. » Je pensais à Oxford, à mes collègues qui passent leur journée dans des bibliothèques climatisées, à boire du thé et à débattre de tessons de poterie. Il essuya la sueur de son front. Il me prendrait pour un fou. Mais tu es un fou. Mais au moins tu es un fou intéressant. Victoria, à l'arrière, leva les yeux de son appareil photo. Vous êtes tous les deux des cas désespérés. Moi, mes parents sont ravis de ma carrière. Ils pensent que je fais des reportages mondains à Londres. Et en réalité ? En réalité, je photographie des artefacts impossibles dans des jungles infestés de serpents. Elle chassa un moustique de son bras. Mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Le moteur de la pirogue toussa, cracha une fumée noire. Paolo jura en portugais et ajusta les réglages avec des gestes précis. Le moteur se stabilisa, reprenant son ronronnement fatigué. « Le village est proche, annonça-t-il. Mais ils savent déjà qu'on arrive. Les Murat ont des guetteurs partout. » Effectivement, des pirogues apparurent, émergeant de canaux cachés. 8 guerriers, torse nus, peinture rituelle rouge et noire sur les visages. Ils encerclèrent l'embarcation sans un mot, leurs pagaies fendant l'eau sans le moindre bruit. Lex sentit sa main se crisper sur son revolver, réflexe de soldat qu'il n'arrivait pas à perdre. Du calme, ce ne sont pas des ennemis. Pas encore.
Isabella leva les mains, paume ouverte. Elle tenta quelques mots en portugais, puis en tupi, des bribes apprises lors de ses années de contrebande. Un guerrier plus âgé pagaya jusqu'à haut et prit la lettre du père Francisco. Un homme encore plus vieux apparut dans une pirogue séparée. Des colliers de dents de caïman pendaient à son cou. Il lut la lettre lentement, traçant les mots du doigt. Puis il fixa Lex de ses yeux noirs perçants. « Vous cherchez le temple qui dort sous les eaux » dit-il en portugais. Ce n'était pas une question. « Nous cherchons des réponses » répondit Lex. « Des réponses qui pourraient sauver des vies. » Les réponses tuent parfois ceux qui les trouvent. Voilà qui est encourageant, pensa Lex. Mais il soutint le regard du chef sans scier. Il avait appris cette leçon dans les tranchées. Ne jamais montrer sa peur, même quand elle vous rongeait les entrailles. Je suis prêt à prendre ce risque. Le chef, Arawak, supposa Lex, l'étudia longuement, puis imperceptiblement, quelque chose changea dans son expression. Venez, le fleuve écoute. Mieux vaut parler à l'abri des oreilles liquides. Le village murat était une merveille d'adaptation, construit sur pilotis à 3 mètres au-dessus de l'eau, anticipant les crues. Une cinquantaine de huttes aux toits de palmes tressées, reliées par des passerelles de bois oscillantes. La vie quotidienne continuait. Femmes pilant le manioc, hommes réparant des filets, enfants jouant avec des singes apprivoisés. Arawak les mena à la maison communale. L'intérieur était sombre, enfumé. Des crânes d'animaux pendaient des poutres, jaguars, caïmans, anacondas. Un feu couvait au centre, dégageant une fumée âcre qui piquait les yeux, mais chassait les moustiques. « Asseyez-vous » Ils s'installèrent en cercle. D'autres anciens les rejoignirent. 3 hommes et 2 femmes au visage ridé comme du parchemin. Arawak bourra une pipe sculptée, l'alluma avec une braise. La fumée qui s'échappait était douce, presque sucrée. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Lex hésita. Révéler la sphère, c'était se mettre à leur merci. Mais Francisco avait dit d'être honnête, et quelque chose dans le regard d'Arawak lui disait que le mensonge serait pire que la vérité. Il sortit la sphère de son sac. La réaction fut immédiate. Les anciens se figèrent. Arawak exhala lentement, la fumée de sa pipe formant des volutes dans l'air immobile. « Le cœur d'étoile, murmura-t-il. Nous pensions qu'il était perdu à jamais. Vous savez ce que c'est ? Nous savons des fragments, des histoires transmises de génération en génération, déformées par le temps, peut-être inventées pour moitié. » Il tendit la main, s'arrêta à quelques centimètres de la sphère sans la toucher. Nos ancêtres parlaient de 7 objets, 7 morceaux d'un tout brisé, séparés pour protéger le monde d'une menace terrible. « La porte du recommencement, dit Lex. » Arawak acquiesça gravement. « Vous en savez plus que la plupart. » La sphère m'a montré des choses, des visions, une cité engloutie, une porte vers ailleurs, des créatures qui n'existent pas. Les dévoreurs. Arawak prononça le mot comme une malédiction. Ceux qui effacent. Ils ne tuent pas, ils effacent. Comme si vous n'aviez jamais existé. Pas de corps, pas de souvenirs, pas de traces. Le néant absolu. Un frisson parcourut Lex malgré la chaleur. Il avait ressenti cette terreur dans les visions de la sphère. Une peur primale, au-delà de la mort, au-delà de tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Comment on les arrête ? On ne les arrête pas. On garde la porte fermée. C'est tout ce qu'on peut faire. Arawak tira sur sa pipe. Les habitants de Mu ont coulé leur propre continent pour sceller cette porte. Des millions de morts, le plus grand sacrifice de l'histoire. Et les fragments sont les verrous. Mais que se passe-t-il si quelqu'un réunit les 7 fragments ? La porte s'ouvre, et cette fois rien ne pourra la refermer. Le silence qui suivit était oppressant. Lex pensait à l'ordre, à leur obsession de réunir les fragments. Savait-il vraiment ce qu'il risquait de libérer ? Ou était-il assez fou pour croire qu'il pourrait contrôler ce qui se trouvait de l'autre côté ? Le temple, dit-il finalement, celui qui dort sous les eaux. Il contient un autre fragment ? Peut-être. Le temple est un lieu de test, pas de conservation. Ceux qui entrent sont jugés. Et par quoi ou par qui ? Arawak haussa les épaules. Nous ne savons pas. Nos ancêtres parlaient d'un gardien,
d'une intelligence résiduelle. Mais les détails ont été perdus. Il regarde Alex intensément. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui sont entrés avec la cupidité dans leur cœur ne sont jamais revenus. Et ceux qui sont entrés avec de bonnes intentions, ils ne reviennent pas non plus la plupart du temps. Un sourire sans joie, mais au moins, ils ont une chance. Ils passèrent 2 jours au village, gagnant la confiance des Murat. Lex aida à réparer des filets, découvrant qu'il était étonnamment doué pour les nœuds marins, vestige de son enfance près des côtes du Norfolk. Victoria photographiait tout ce qu'on l'autorisait à photographier, créant un document ethnographique qui aurait fait la fierté de n'importe quel anthropologue. Un matin, une grenouille de la taille d'un poing sauta sur la jambe de Lex pendant qu'il nouait un filet. Il bondit en arrière avec un cri peu digne, faisant tomber son ouvrage dans l'eau. Isabella éclata de rire. « Le grand aventurier a peur des grenouilles. »« Je n'ai pas peur, » marmonna Lex en se recomposant. « C'est juste une aversion, une forte aversion. »« Une histoire d'enfance » demanda Victoria avec un sourire en coin. « Mon frère en avait mis une dans mon lit quand j'avais 7 ans. Une grosse, visqueuse. » Il frissonna malgré la chaleur. Certains traumatismes ne s'effacent jamais. Les enfants Murat qui avaient assisté à la scène se mirent à lui apporter des grenouilles en cadeau pendant le reste de la journée. Lex supporta l'épreuve avec toute la dignité qu'il put rassembler, c'est-à-dire très peu. Mais c'est Isabella qui fit la plus forte impression sur les Murat. Elle écoutait les anciens avec un respect authentique, posait des questions sur leurs traditions, partageait des histoires de son propre peuple. Un soir, autour du feu, Arawak l'observa longuement. « Tu portes quelque chose, dit-il, un poids ancien, quelque chose qui ne t'appartient pas, mais dont tu as hérité. » Isabella soutint son regard. « Peut-être. Les gardiens se reconnaissent entre eux, même à travers les océans, à travers les générations. » Il désigna un ancien assis de l'autre côté du feu, un homme au visage marqué par les années. « Mon oncle, Tahuayo, a porté ce même poids. Vers la fin, son esprit s'est perdu dans les histoires. Il ne savait plus distinguer ce qu'il avait vécu de ce qu'on lui avait raconté. » Isabella ne répondit pas, mais Lex vit ses épaules se crisper légèrement. « Le fardeau est lourd, » continua Arawak. « Trop lourd pour un seul esprit, parfois. Mais cela ne signifie pas que tout est faux. Même dans la confusion, il reste des éclats de vérité. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Lex comprit qu'Arawak venait d'offrir à Isabella quelque chose de précieux. Une validation, une reconnaissance. La certitude qu'elle n'était pas la petite fille d'un fou, mais l'héritière d'une lignée aussi ancienne que la sienne. 2 jours plus tard, l'aube les trouva nerveux, mais déterminés. Le ciel était d'un gris laiteux, chargé d'humidité. Arawak vint les chercher avec 6 guerriers. « Le temple ne reste émergé que 3 heures, expliqua-t-il. Quand la lune dort, ce que vous appelez la lune noire, les eaux se retirent. Vous devrez être rapide. » Ils pagayèrent pendant 1 heure, s'enfonçant dans un dédale de canaux secrets. La jungle se refermait progressivement au-dessus d'eux, créant un tunnel végétal oppressant. L'eau était noire comme de l'encre, impossible de voir à plus de quelques centimètres de profondeur. Puis le canal s'élargit soudainement. Ils débouchèrent sur un lac parfaitement circulaire, trop parfait pour être naturel. « Ici, » dit Arawak à voix basse. L'eau tourbillonnait au centre, formant un vortex paresseux. Et au fond de cet entonnoir, Lex aperçut des formes géométriques, des structures, des angles droits impossibles dans la nature. « Bon sang !» murmura-t-il. Le tourbillon s'intensifiait, l'eau descendant visiblement. Une pyramide tronquée en obsidienne émergea progressivement. Cette matière qui absorbait la lumière plutôt que de la refléter. Identique en style au temple au Mexique, mais plus grande, plus complexe. Victoria photographiait frénétiquement. « C'est réel, c'est vraiment réel. »« Tu en doutais ?» demanda Isabella. « Une partie de moi, oui, toujours. » Victoria abaissa son appareil, le souffle court. « Mais plus maintenant. » La sphère dans les mains de Lex émettait une lueur intense, plus forte que jamais. Elle sentait son jumeau proche. « Vite !» pressa Arawak. « 3 heures, pas 1 minute de plus. » Ils pagayèrent vers la plateforme supérieure. Les guerriers amarrèrent les pirogues à des anneaux de pierre.
des anneaux polis par des siècles d'usage. Nous restons ici, dit Arawak. C'est votre épreuve. Lex hocha la tête. Il regarda Victoria, puis Isabella. Prête ? Non, dit Isabella. Mais allons-y quand même. L'entrée du temple était une bouche d'ombre. L'air qui en sortait était froid, humide, chargé d'une odeur minérale, comme l'haleine d'une créature endormie depuis des millénaires. Lex alluma sa torche électrique et entra le premier. L'intérieur du temple défiait la géométrie. Des couloirs qui semblaient monter mais descendaient, des escaliers qui tournaient dans des directions étranges. La sphère les guidait, sa lueur s'intensifiant quand il prenait le bon chemin, s'affaiblissant quand il s'égarait. « C'est comme si l'espace était plié », murmura Victoria en photographiant les murs. Des symboles spiralés couvraient chaque surface, certains familiers, d'autres totalement nouveaux. « Technologie de Mu », dit Lex. Hardwick avait raison. Il maîtrisait des sciences que nous commençons à peine à théoriser. Ils descendirent pendant ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que des minutes. Le temps lui-même semblait distordu dans ce lieu. Finalement, ils émergèrent dans une salle immense. Le plafond se perdait dans l'obscurité. Au centre, sur un piédestal de la même obsidienne, un objet tournait lentement, défiant la gravité. Un cube, parfait, sans la moindre imperfection. Notre deuxième fragment, souffla Lex. Il s'approcha, la sphère irradiant dans son sac. Les deux artefacts se reconnaissaient, s'appelaient. « Attends !» Isabella posa une main sur son bras. Arawak a dit que le temple jugeait. On ne devrait pas... Trop tard. Les murs s'illuminèrent soudain, des lignes de lumière bleue courant le long des symboles comme du sang dans des veines. Un son. Pas vraiment un son, plutôt une vibration qui résonnait dans les os, emplit la salle. Et Lex se retrouva ailleurs. Il était debout sur une plaine infinie, sous un ciel où brillaient 7 soleils. Non, pas des soleils, des portails, des cercles de lumière pure qui battaient au rythme d'un cœur cosmique. Devant lui, une cité incroyable, des tours qui touchaient le ciel, construites d'un matériau qui semblait vivant. Des gens en robes blanches marchaient dans les rues, manipulant des énergies qui dansaient entre leurs mains. Mu, dans toute sa gloire. Puis le ciel se déchira. Un des portails trembla, se fissura. Quelque chose passa à travers. Pas une forme, pas une créature, mais une absence, un vide qui dévorait la lumière, le son, l'existence même. Là où il passait, les gens ne mouraient pas. Ils cessaient simplement d'avoir jamais existé. La terreur, absolue, primale, Lex la ressentit dans chaque fibre de son être. Les habitants de Mu luttèrent, leurs sciences les plus avancées, leurs armes les plus terribles. Rien ne fonctionnait. Le vide avançait, inexorable. Alors ils firent le choix. Les eaux montèrent, non pas naturellement, mais délibérément. Un sacrifice. Couler leur propre continent pour refermer la porte. Des millions de morts. Non, des millions d'existences effacées volontairement. Un suicide collectif pour sauver le reste du monde. Et les survivants, dispersés, cachant les fragments. 7 verrous pour une porte qui ne devait jamais se rouvrir. Une voix, ni masculine ni féminine, résonna dans son esprit. « Qui es-tu pour chercher ce qui devrait rester caché ?» Lex chercha les mots. Qui était-il ? Un archéologue ? Un ancien soldat ? Un homme qui avait fui la foi de son père pour creuser des tombeaux ? Un homme qui improvisait ? Un homme qui avait peur ? « Je suis quelqu'un qui essaie de faire ce qui est juste, dit-il, même si je ne sais pas toujours ce que ça signifie. Et si ce qui est juste est de laisser le fragment où il est, alors je le laisserai. Mais d'autres viendront, des gens qui ne sont pas là pour faire ce qui est juste, des gens qui veulent réunir tous les fragments, rouvrir la porte. Tu les arrêteras ? J'essaierai. » Un silence, puis presque comme un soupir. Beaucoup ont dit la même chose. Tous ont échoué. Peut-être que j'échouerai moi aussi, mais je préfère échouer en essayant que réussir en ne faisant rien. Un autre silence, plus long. Lex sentit quelque chose le sonder. Pas son esprit, mais son essence même, ses motivations, ses peurs, ses espoirs, tout ce qu'il était, exposé.
Puis la voix revint, différente, plus douce, presque résignée. « Le fardeau est lourd, tu n'es pas prêt. »« Personne n'est jamais prêt. Mais tu essaieras quand même. »« Oui. » Un dernier silence, et finalement, « Alors prends-le, et prie pour que ton courage soit à la hauteur de ta détermination. » Lex revint à lui, haletant, trempé de sueur. Il était agenouillé devant le piédestal, le cube dans les mains. Il ne se souvenait pas de l'avoir pris. « Lex !» Isabella était à côté de lui, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu es resté figé pendant 10 minutes. On ne pouvait pas te toucher. Il y avait comme une barrière invisible. »« Qu'est-ce que tu as vu » demanda Victoria. Lex regarda le cube. Il était froid, lourd, réel. Dans son sac, la sphère irradiait en harmonie avec lui. « J'ai vu Mu, dit-il, et j'ai compris ce que nous affrontons vraiment. Un grondement sourd. L'eau. »« Elle remonte, dit Isabella, la panique perçant dans sa voix. On doit partir, maintenant. » Ils coururent. Les couloirs impossibles semblaient plus longs qu'elle allait, les escaliers plus raides. L'eau léchait déjà leurs chevilles quand ils atteignirent l'entrée. Les pirogues Murat les attendaient. Des mains les saisirent, les hissèrent à bord. Derrière eux, le temple disparut dans un dernier tourbillon d'écume, replongeant dans son sommeil sous-marin. « Vous avez réussi, dit Arawak. Le temple vous a jugé digne. » Lex contempla le cube qui luisait faiblement dans la lumière grise du jour amazonien. « 2 fragments, dit-il. L'ordre en détient 3. Celui d'Égypte, plus ceux qu'ils ont trouvés en Indonésie et dans les Andes. Ça fait 5. Et les 2 autres, demanda Victoria. Le 6e au Tibet et le 7e qui dort avec Mu. Personne ne les a jamais trouvés, dit Arawak, qui les avait rejoints. Les anciens ont caché ces 2-là séparément, peut-être pour qu'aucune main humaine ne puisse jamais réunir les 7. Donc l'ordre essaiera d'activer la machine avec 5 fragments, dit Isabella. C'est possible ? Possible, mais dangereux. Le regard d'Arawak était grave. 5 fragments peuvent entrouvrir la porte, 7 peuvent la contrôler. La différence, c'est comme allumer un feu avec du petit bois ou avec de la dynamite. « Et l'ordre » demanda Isabella. « Ils savent où nous sommes ?» Comme pour répondre à sa question, Paolo apparut sur la berge du village, agité. « Des hydravions, 2. Ils survolent la zone depuis ce matin. » Vandermeer, évidemment. « Il faut partir, décida Lex. Maintenant. » La nuit tombe, objecta Arawak. Le fleuve de nuit est mortel. Mais restez met votre village en danger. Le chef réfléchit, puis hocha la tête. Il existe un autre chemin. Par les igarapés, les petits canaux secrets. Mes fils vous guideront. 1 heure plus tard, ils partaient. 2 guerriers Murat les guidaient dans des pirogues silencieuses, leurs pagaies fendant l'eau sans bruit. Dans l'obscurité amazonienne, glissant entre les arbres fantomatiques, Lex se rapprocha d'Isabella. « Ça va ?» Elle mit longtemps à répondre. Ce qu'Arawak a dit, sur les gardiens qui se reconnaissent, sur le fardeau qui rend confus. Elle secoua la tête. Toute ma vie, j'ai eu honte, de mon grand-père, de ses histoires farfelues, de ce que les gens pensaient de lui, de nous. Et maintenant ? Maintenant, elle laissa sa phrase en suspens. Lex fit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il prit sa main dans la sienne. Elle ne la retira pas. Ils restèrent ainsi, main dans la main, glissant dans la nuit vers un avenir incertain. Le cube et la sphère reposaient dans leur sac, 2 fragments d'un puzzle qu'ils commençaient seulement à comprendre. La course continuait, et Lex savait maintenant qu'elle ne se terminerait pas avant qu'ils aient tout risqué. Leur vie, leur raison, et peut-être leur cœur. Mais pour l'instant, dans cette obscurité peuplée de bruits inconnus, avec la main d'Isabella dans la sienne, ils se permettaient d'espérer. Chapitre 13. Révélation. Ils voyagèrent toute la nuit à travers le labyrinthe des igarapés, ces canaux secrets que seuls les Murat connaissaient. Les 2 frères jumeaux, Caio et Mairo, pagayaient en silence, leurs mouvements si fluides qu'ils semblaient faire partie de l'eau elle-même. La jungle les enveloppait, étouffante même dans l'obscurité, bruissante de vie invisible. Lex observait le dos d'Isabella à l'avant de la pirogue. La façon dont elle scrutait les ténèbres, dont ses épaules bougeaient au rythme de l'eau.
Il repensait à sa main dans la sienne, quelques heures plus tôt. Ce geste simple qui avait changé quelque chose entre eux. « Concentre-toi » se morigéna-t-il. « Tu as survécu aux tranchées. Tu portes des artefacts capables de détruire le monde. Et tu te laisses distraire par... Par quoi, exactement ? Il n'osait pas mettre de mots dessus. À l'aube, Caillot leva la main, signal d'arrêt. Ils émergèrent sur une berge de sable blanc, miraculeusement préservée dans ce chaos végétal. Un ancien campement de pêcheurs, abandonné depuis longtemps. Des restes de huttes effondrées, envahies par la végétation, témoignaient d'une présence humaine révolue. « On reste ici jusqu'au crépuscule, dit Caillot dans un portugais hésitant. Les hydravions ne volent pas la nuit. On repart quand le soleil se couche. » Lex hocha la tête. Ses muscles hurlaient de fatigue, ses yeux brûlaient. Il n'avait pas dormi depuis... combien de temps ? 2 jours ? 3 ? La notion même de temps semblait s'être dissoute dans l'humidité amazonienne. Ils montèrent un campement sommaire. Victoria s'effondra presque immédiatement, son appareil photo serré contre elle comme un enfant serre un ours en peluche. Les jumeaux disparurent dans la jungle pour chasser, ou surveiller, ou les deux. Leurs silhouettes se fondant dans la végétation comme s'ils n'avaient jamais existé. Isabella alluma un petit feu, juste assez pour faire bouillir de l'eau, pas assez pour créer de la fumée visible. Ses gestes étaient précis, économes, chaque mouvement calculé, rien de superflu. Lex la regardait faire, fasciné par cette compétence tranquille qu'elle avait acquise au fil d'années de survie. « Tu me fixes, dit-elle sans lever les yeux. « Je t'observe, c'est différent. » « En quoi ?»« Fixer implique une absence de pensée. Observer implique une analyse. » Il s'assit près du feu, grimaçant quand ses genoux protestèrent. « J'analyse ta technique. Très efficace. » Flatteur. Elle lui tendit une tasse d'eau chaude. « Bois, tu as l'air d'un cadavre réchauffé. »« Charmant. Je suis une femme charmante. » Lex but. L'eau avait un goût de fumée et de terre, mais elle était chaude et c'était suffisant. Son corps commençait à se détendre malgré lui, la tension des derniers jours se relâchant par à-coups douloureux. « Tu devrais dormir, dit Isabella. »« Je ne peux pas. Pas encore. » Il sortit le cube de son sac, le posa sur le sable entre eux. La sphère suivit. Les 2 artefacts émettaient une lueur douce, leur rythme presque synchronisé, comme 2 cœurs battant ensemble. « Ils se reconnaissent, murmura-t-il. Comme des... je ne sais pas. Des frères séparés à la naissance ? Ou des amants ? » Lex leva les yeux. Isabella le regardait avec cette expression indéchiffrable qu'elle avait parfois, mi-moqueuse, mi-sérieuse. Des amants ? Les artefacts ? Ils réagissent plus fort quand ils sont proches, comme s'ils voulaient se toucher. Elle haussa les épaules. C'est une interprétation romantique. Tu préfères probablement quelque chose de plus scientifique. La science et le romantisme ne sont pas incompatibles. Vraiment. Le grand archéologue britannique croit au romantisme ? Le grand archéologue britannique ne sait plus trop ce qu'il croit. Lex contempla les artefacts. Avant tout ça, j'avais des certitudes. La méthode scientifique, les preuves tangibles, les faits qu'on peut mesurer et vérifier. Et maintenant... Maintenant, je porte des objets qui défient toutes les lois de la physique. Je fuis des cultistes à travers l'Amazonie. Et je... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je ressens des choses que je ne peux pas expliquer. Pas seulement avec les artefacts. Avec tout. Isabella ne répondit pas tout de suite. Elle fixait les flammes, son profil découpé par la lumière dansante. « Tu sais ce qui m'a le plus surprise quand je t'ai rencontré ?» dit-elle finalement. « Ma conversation brillante ? Mon charme irrésistible ? Ta peur ?» Lex tressaillit. « Ma peur ? Tu la caches bien, derrière ton humour anglais, ton professionnalisme, ta compétence. Mais elle est là. » Elle se tourna vers lui. « Dans les tranchées, tu as appris à fonctionner malgré la terreur, à prendre des décisions quand chaque option est mauvaise, à continuer d'avancer quand tout en toi hurle de fuir. Comment tu sais ça ? Parce que je reconnais les signes. Mon père était pareil, mes oncles aussi. Les hommes qui ont survécu à la révolution au Mexique, ceux qui n'ont pas été brisés, ils avaient tous ce même regard,
Cette même façon de se tenir, toujours prêt, toujours en alerte. Elle eut un sourire sans joie. On ne survit pas à certaines choses sans être transformé. Le silence s'étira entre eux, ponctué par le crépitement du feu et les appels lointains d'oiseaux inconnus. « À Passchendaele, dit Lex lentement, j'ai dû prendre une décision. Mon officier venait de mourir, un éclat d'obus en pleine poitrine. 23 hommes attendaient mes ordres, coincés dans un cratère de boue. Les Allemands avançaient. Il fixa les flammes. J'ai choisi la retraite. 7 n'ont pas survécu. Et les 16 autres? Ils sont rentrés chez eux. Ils ont eu des enfants, des carrières, des vies. Il secoua la tête. Rationnellement, je sais que c'était le bon choix. Mais pour les 7, tu portes leurs fantômes. Ce n'était pas une question. Lex hocha la tête. Le problème avec les survivants, dit Isabella doucement, c'est qu'on ne sait jamais si on méritait de survivre. On se demande toujours pourquoi nous et pas eux. Tu parles de ton village, là? Je parle de tout. Le village, la fuite, les années de contrebande où j'ai vu des gens mourir parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, un geste étrangement vulnérable. Il y avait un homme à Bélem, Joachim. Il m'a appris le métier, protégé quand j'étais une gamine perdue qui ne connaissait rien. Un jour, on a été pris dans une embuscade, des trafiquants rivaux. Il s'est mis devant moi. Il est mort? Sur le coup. Sa voix était plate, contrôlée. J'ai couru. Je me suis caché pendant 2 jours dans la jungle. Et quand je suis revenu, ils avaient jeté son corps dans le fleuve. Pas de tombe, pas de cérémonie. Rien. Lex ne répondit pas. Il savait que certaines douleurs ne demandaient pas de réponse, juste un témoin. Chaque fois, continua-t-elle, je me demandais pourquoi j'étais encore là. Et puis, un jour, j'ai arrêté de me poser la question. J'ai décidé que si j'étais encore vivante, c'était pour une raison, même si je ne la connaissais pas encore. Tu l'as trouvée, la raison? Isabella le regarda longuement. La lueur du feu dansait sur son visage, creusant des ombres sous ses pommettes. Je crois que je commence à comprendre. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Lex était conscient de chaque détail. La chaleur sur son visage, le bruissement de la jungle autour d'eux, le parfum d'Isabella mêlé à la fumée et à la terre humide. Il leva la main, lentement, toucha sa joue. Sa peau était chaude, douce sous ses doigts rugueux. Elle ne recula pas. « Isabella... » Lex... Il se pencha vers elle. Elle ferma les yeux. Leurs lèvres se touchèrent, un baiser doux, hésitant, comme une question posée sans mots. Elle y répondit, sa main trouvant sa nuque, l'attirant plus près. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus de jungle, plus de danger, plus de course contre l'ordre. Juste eux deux et ce moment volé au chaos. Puis un bourdonnement lointain brisa le silence. Ils se séparèrent, mais pas brusquement cette fois. Lentement, à regret, leurs fronts restant un instant l'un contre l'autre. « Un hydravion » murmura Isabella, les lèvres encore proches des siennes. « Je sais. On devrait... Je sais. » Elle sourit, un vrai sourire, pas son masque habituel de sarcasme. « Ce n'est pas fini, Cartwright. J'y compte bien, Santos. » Victoria émergea de sa couverture improvisée, pointant le ciel à travers les arbres. « Éteignez ce feu !» Isabella versa du sable sur les braises. La fumée se dissipa rapidement dans la canopée. Ils se plaquèrent contre le sol, invisibles sous les feuilles et les branches. L'hydravion passa au-dessus d'eux, une ombre menaçante contre le ciel gris de l'aube. Il vola en cercle pendant plusieurs minutes, cherchant, scrutant. Le moteur rugissait, si proche qu'ils pouvaient sentir les vibrations dans leurs os. Puis, n'ayant rien trouvé, il s'éloigna vers le sud. Personne ne bougea pendant de longues minutes, après que le bruit eut disparu. « C'était proche, » murmura Victoria. « Trop proche. » Isabella se releva, épousseta ses vêtements. Mais cette fois, elle ne fuyait pas le regard de Lex. « On devrait se reposer pendant qu'on peut. Le crépuscule est dans quelques heures. » Elle s'éloigna vers l'autre bout du campement.
Avant de s'installer, elle se retourna et lui adressa un regard qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Victoria regarda Lex, puis Isabella, puis Lex à nouveau. « J'ai manqué quelque chose ?»« Non. » Menteur. Elle s'assit à côté de lui, baissa la voix. « Écoute, je ne vais pas te faire un sermon, mais sois prudent. »« Prudent ? On court contre des fanatiques qui veulent ouvrir une porte vers l'apocalypse. Les sentiments, dans notre situation... » Elle tira une cigarette froissée de sa poche, la contempla sans l'allumer. « Si les choses tournent mal, il faudra que tu sois capable de prendre des décisions difficiles. Des décisions qui pourraient la concerner. » Le poids familier s'installa dans la poitrine de Lex. Les fantômes de Passchendaele. « Je sais, Victoria. Tu crois que je n'y ai pas pensé ? Je crois que tu y penses trop, et pas assez à la fois. » Elle rangea sa cigarette. « Ce que je vois, c'est deux personnes abîmées qui se sont trouvées au milieu d'un chaos absolu. C'est beau. C'est aussi dangereux. La vie est dangereuse. Philosopher ne te ressemble pas, Alex. » Elle lui donna une tape sur l'épaule. « Maintenant, sérieusement, dors. Tu as une tête épouvantable. » Lex dormit, mais mal, des rêves fragmentés, les tranchées, le temple, les lèvres d'Isabella, les dévoreurs. Les 7 visages de Passchendaele qui se mêlaient à celui de Sterling, prisonnier quelque part en Allemagne. Il se réveilla en sursaut plusieurs fois, couvert de sueur malgré la fraîcheur relative de l'ombre. Quand le crépuscule tomba, Caio et Mairo réapparurent comme des fantômes. Ils avaient des poissons. Comment ils les avaient attrapés sans bruit ni filet restait un mystère. Et ils avaient aussi des nouvelles. Les hommes avec les avions ont installé un camp au confluent, dit Caio. 20 à peu près. Ils ont des armes. Ils interrogent les pêcheurs. Et vers le nord ? Libre. Mais le nord mène aux rapides. Très dangereux avec les pluies. Isabella s'approcha, examina la carte rudimentaire que Caio dessinait dans le sable. Sa présence près de lui était différente maintenant, chargée d'une intimité nouvelle, d'une promesse tacite. « Les rapides de San Antonio, dit-elle. J'en ai entendu parler. La moitié des bateaux qui tentent le passage ne reviennent pas. Et l'autre moitié ? Ils arrivent à Porto-Velo. À partir de là, on peut prendre le chemin de fer de Madeira Mamoré jusqu'à l'Atlantique. » Victoria étudia la carte. « C'est notre seule option ? À moins de vouloir traverser le camp de l'ordre en disant bonjour. » Lex réfléchit. Les rapides étaient dangereux, mais prévisibles. L'ordre était dangereux et imprévisible. Et chaque jour qu'il passait ici était un jour où Carthos se rapprochait, où Sterling souffrait peut-être. « On prend les rapides, décida-t-il. » Caio hocha la tête, une lueur de respect dans ses yeux. « Alors on part maintenant. La lune est bonne pour naviguer. » Ils rassemblèrent leurs affaires, peu de choses, mais précieuses. Le cube et la sphère, soigneusement séparés dans des sacs différents. L'appareil photo de Victoria, les armes, l'eau, tout ce qui leur restait d'une civilisation qu'ils avaient l'impression d'avoir quittée depuis des mois. Les rapides de Santo Antonio étaient tout ce qu'on leur avait promis. Et pire, l'eau rugissait autour d'eux, blanche d'écume furieuse. Les rochers surgissaient de nulle part, noirs et luisants, comme des dents de monstres. Caio et Mairo pagaillaient avec une coordination parfaite, anticipant chaque vague, chaque courant traître. Ils communiquaient par regard, par gestes imperceptibles, un langage forgé depuis l'enfance. Le fleuve avait sa propre volonté, sa propre colère. Il semblait vouloir les avaler, les broyer contre ses parois de pierre. Le rugissement était assourdissant, noyant toute pensée, toute peur. Il ne restait que l'instinct, que la survie. Lex s'accrochait au bord de la pirogue, ses doigts blanchis par l'effort. À côté de lui, Isabella avait saisi une pagaie et aidé les jumeaux, ses mouvements instinctifs, précis. Même dans tout ça, elle gardait cette grâce de survivante qui ne cessait de l'émerveiller. L'eau giclait autour d'elle, trempant ses vêtements, plaquant ses cheveux sur son visage. Mais elle ne faiblissait pas. Victoria, à l'arrière, avait coincé son appareil photo sous elle et s'agrippait à tout ce qu'elle pouvait trouver, le visage livide. Un rocher surgit devant eux, énorme, inévitable. Caio cria quelque chose en murat, un avertissement ou une prière, peut-être un mélange des deux. La pirogue pivota à la dernière seconde, manqua la pierre de quelques centimètres,
plongea dans un tourbillon qui les fit tournoyer comme des feuilles dans une tempête. La seconde pirogue, avec Maïro et une partie de leurs affaires, disparut momentanément de leur vue, avalée par les embruns. Victoria hurla. Lex sentit son estomac remonter dans sa gorge. L'eau les submergea, glaciale malgré la chaleur tropicale, emplissant sa bouche et ses narines. Pendant un instant terrible, il ne sut plus où était le haut ni où était le bas. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le chaos cessa. Ils émergèrent dans une section calme, le fleuve s'élargissant soudain comme un animal qui reprend son souffle après la chasse. Les rapides grondaient derrière eux, vaincus, mais pas oubliés. La seconde pirogue apparut quelques secondes plus tard, Maïro brandissant sa pagaie en signe de victoire. Leurs affaires étaient trempées mais intactes. « Tout le monde va bien ?» demanda Lex, crachant de l'eau, les bras tremblants d'avoir serré si fort. Victoria leva un pouce tremblant. Elle était trempée des pieds à la tête, son appareil photo serré contre sa poitrine, heureusement protégé par son étui imperméable. Elle vérifia frénétiquement que l'eau n'avait pas pénétré, puis exhala un soupir de soulagement. « Les pellicules sont intactes, annonça-t-elle. Si je meurs dans cette aventure, au moins les preuves survivront. » Isabella se tourna vers Lex, les cheveux plaqués sur son visage, un sourire sauvage aux lèvres. De l'eau dégoulinait de ses vêtements, mais elle semblait plus vivante que jamais. « Ça, dit-elle, c'était amusant. Ta définition de « amusant » est vraiment tordue. Mais c'est ce que tu aimes chez moi. » Le tutoiement avait changé, plus intime. Lex sourit malgré lui, malgré l'eau qui dégoulinait de ses vêtements, malgré tout. Caillot et Maïro échangèrent un regard. Quelque chose qui ressemblait à de l'amusement passa entre eux. « Porto Vélo est à 3 heures, dit Caillot. On y sera avant l'aube. » 3 heures. 3 heures avant de retrouver la civilisation, les trains, les télégrammes. 3 heures avant de replonger dans la course contre l'ordre. Isabella vint s'asseoir près de lui, sa cuisse contre la sienne. Un geste simple, naturel, qui disait plus que n'importe quel discours. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle à voix basse. « À tout ce qui reste à faire. Les fragments, Sterling, l'ordre. » Et il la regarda. Dans la lumière pâle des étoiles, elle était belle d'une façon qui lui serrait le cœur. « Et à nous ? À ce que ça signifie. Ça signifie qu'on est 2 idiots qui ont choisi le pire moment possible pour... Elle ne finit pas sa phrase, mais son sourire disait tout. « Le pire moment possible, répéta Lex. Ou peut-être le seul moment où c'était possible. » Elle posa sa tête sur son épaule, un geste de confiance absolue. Le fleuve les portait vers l'inconnu, Porto Vélo, puis le chemin de fer, puis l'Atlantique, et au-delà, les îles Cook et les secrets enfouis de Mu. Mais pour l'instant, avec le poids léger de sa tête contre lui et le bruit de l'eau sous la pirogue, Lex sentit quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. De la paix. Chapitre 14. Le prix de la connaissance. Porto Vélo était une ville en construction, ou peut-être en déconstruction, difficile de le dire. Le chemin de fer Madeira-Mamoré l'avait fait naître, et maintenant que les travaux étaient terminés, elle semblait ne plus savoir quoi faire d'elle-même. Des bâtiments à moitié construits côtoyaient des ruines récentes. Des ouvriers désœuvrés traînaient dans les rues poussiéreuses, attendant un travail qui ne venait plus. Lex, Isabella et Victoria arrivèrent à l'aube, épuisés, couverts de boue séchée et de piqûres de moustiques. Caillot et Maïro les avaient quittés à la lisière de la ville, disparaissant dans la jungle aussi silencieusement qu'ils en étaient venus. Des spectres, avait murmuré Victoria en les regardant partir. On aurait dit des esprits de la forêt. Des alliés précieux, avait corrigé Isabella. On en aura besoin d'autres. Ils trouvèrent une pension modeste près de la gare, le genre d'endroit qui ne posait pas de questions tant qu'on payait d'avance. Lex prit une chambre séparée pour les artefacts, ne faisant confiance à personne d'autre pour les surveiller. Paranoïa ou prudence, se demanda-t-il en verrouillant la porte. À ce stade, quelle différence? Il s'effondra sur le lit sans même retirer ses bottes. Le sommeil le prit instantanément, un sommeil noir et sans rêve, le genre que seul l'épuisement total pouvait apporter. Il se réveilla avec le soleil de l'après-midi qui lui brûlait le visage à travers les volets mal fermés. Quelqu'un frappait à la porte, des coups insistants, urgents. « Lex !» la voix de Victoria. « Ouvre !»
Maintenant !» Il se leva, la main automatiquement sur son revolver. Il ouvrit la porte. Victoria était pâle, ce qui était inhabituel pour elle. Elle tenait un télégramme froissé dans sa main. « Pembroke », dit-elle simplement. Lex prit le papier, le déplia. Les mots dansèrent devant ses yeux fatigués avant de se stabiliser. Sterling transféré de Munich. Destination inconnue. Ordre propose échange. 2 fragments contre professeur. Délai 72 heures. Rendez-vous communiqué après acceptation. Si refus, Sterling sera exécuté. Pas de bluff. Ils ont déjà tué 3 de mes agents. R.P. PS. Je suis sincèrement désolé. Lex relut le message 3 fois. Mais les mots ne changeaient pas. 72 heures, pour décider du sort de l'homme qui lui avait tout appris. « Où est Isabella » demanda-t-il, sa voix étrangement calme. « En bas, elle négocie notre passage sur le prochain train. Dis-lui de monter. » Ils se retrouvèrent dans la chambre de Lex, les volets fermés malgré la chaleur étouffante. Les 2 artefacts étaient posés sur la table, la sphère et le cube, luisant doucement, inconscients du drame humain qui se jouait autour d'eux. « On ne peut pas accepter, dit Victoria. Si on leur donne les fragments, ils en auront 5 sur 7, compléta Isabella. Assez pour... Pourquoi, exactement? Je ne sais pas. Lex fixait les artefacts. Le gardien du temple a dit que réunir les 7 fragments ouvrirait la porte. Mais 5, ça pourrait ne rien faire. Ou déclencher quelque chose de partiel. Ou même suffire à détruire une ville, un pays. Donc on refuse et Sterling meurt. Les mots de Victoria tombèrent comme des pierres dans un puits. Le silence qui suivit était assourdissant. Lex ferma les yeux. Il pensa à tous les choix insolubles qu'il avait dû faire, aux hommes qu'il n'avait pas pu sauver, et maintenant Sterling, qui s'ajouterait peut-être à la liste. Combien de morts peux-tu porter, Cartwright? Combien, avant de craquer? Il y a peut-être une autre option, dit soudain Isabella. Lex ouvrit les yeux. Elle s'était levée et arpentait la pièce comme un animal en cage. Le fragment de Polynésie, aux îles Cook, si on le récupère avant la fin du délai... C'est de la folie, dit Victoria. C'est le QG de l'ordre. Et à l'autre bout du monde. La Polynésie est aux îles Cook. Le QG de l'ordre. Isabella s'arrêta devant la carte punaisée au mur. Une carte qu'elle avait dessinée de mémoire pendant leur voyage. Le 6e fragment est là-bas. Et Sterling aussi, probablement. Tu veux qu'on attaque le quartier général de l'ordre? Victoria la regardait comme si elle avait perdu l'esprit. Avec quelles ressources? Avec quelle armée? Non, pas attaquer. Infiltrer. Isabella se tourna vers Lex. Réfléchis. Ils s'attendent à ce qu'on accepte ou refuse leur offre. Pas à ce qu'on débarque chez eux. C'est du suicide. C'est audacieux. Différent. Elle sourit, mais son regard était dur. On a surpris l'ordre au Mexique. On les a surpris au Brésil. Ils nous sous-estiment. C'est notre avantage. Lex réfléchissait. C'était fou. Complètement fou. Mais... Même si on arrive aux îles Cook, dit-il lentement. Même si on trouve le fragment. Ça ne sauve pas Sterling. Ils le tueront quand même si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Pas si on a quelque chose de plus précieux à échanger. Victoria fronça les sourcils. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que les fragments? L'emplacement du 7e. Isabella pointa le centre de la carte. Le Pacifique, vaste et vide. Celui qui dort avec Mu. Il le cherche depuis des siècles. On pourrait leur offrir. Mais on ne sait pas où il est. Eux ne le savent pas non plus. On peut bluffer. Ou... Elle hésita. Les artefacts communiquent avec Lex. Ils lui montrent des choses. Peut-être que s'il se concentre, s'il demande... Tous les regards se tournèrent vers Lex. La sphère luisait sur la table, comme si elle avait entendu son nom. « Je ne contrôle pas les visions, dit-il. Elles viennent quand elles veulent. Mais tu pourrais essayer. » Le silence retomba. Lex regardait la sphère, et la sphère semblait le regarder en retour. « Qu'est-ce que tu attends de moi, pensa-t-il. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Pas de réponse, évidemment. « Il y a autre chose, dit soudain Victoria.
Son ton avait changé, plus hésitant, presque coupable. Quoi ? Elle prit une grande inspiration. J'ai des contacts que je n'ai pas mentionnés jusqu'ici. Quel genre de contacts ? Gouvernementaux. Elle évita leur regard. Le MI6 pour être précise. Le service de renseignement britannique. Un froid tomba sur la pièce, plus dangereux que le précédent. Tu travailles pour le gouvernement, dit Lex ? Ce n'était pas une question. Pas exactement. Je collabore, occasionnellement, quand nos intérêts convergent. Et tu ne nous l'as pas dit ? Je ne pouvais pas. Pas avant d'être sûr que... Sûr de quoi ? Isabella s'était levée, la main sur son couteau. Que tu pouvais nous faire confiance ? Ou que tu avais assez d'informations à rapporter à tes maîtres ? Non, ce n'est pas... Alors c'est quoi ? La voix de Lex était glaciale. Il pensait à toutes les fois où Victoria avait posé des questions, pris des photos, écouté leurs conversations. Depuis le début, tu nous espionnes ? Je vous protège. Victoria se leva à son tour, le visage rouge. Tu crois que Pembroke est apparu par hasard à la Nouvelle-Orléans ? Tu crois que ces réseaux d'informations sont magiques ? J'ai fait en sorte qu'il vous trouve. J'ai fait en sorte qu'il vous aide. Pembroke travaille pour toi ? Pembroke travaille pour la couronne, comme moi, comme une douzaine d'autres agents dispersés sur votre chemin depuis l'Égypte. Elle reprit son souffle. Le gouvernement britannique surveille l'ordre du Soleil Noir depuis des années. Quand tu as fait ta découverte, Lex, quand Sterling a été capturé, on a compris que quelque chose de gros se préparait. Ma mission était de t'accompagner, de te protéger, et de m'assurer que les artefacts ne tombent pas entre de mauvaises mains. Y compris les mains britanniques ? Y compris les mains britanniques. Personne ne devrait posséder cette technologie. Personne. Elle les regarda, l'un après l'autre. Je suis de votre côté. Je l'ai toujours été. La seule différence, c'est que j'ai des ressources que vous n'avez pas. Et des informations, ajouta-t-elle. Nos agents ont découvert quelque chose d'important. Le fragment des Andes, celui que l'Ordre pensait avoir récupéré il y a 6 mois. C'est un faux. Un leurre laissé par les anciens pour piéger les chercheurs. L'Ordre n'a que 2 vrais fragments, l'Égyptien et celui d'Indonésie. Lex sentit un espoir ténu renaître. Donc ils sont plus loin du compte qu'ils ne le croient. Exactement. Ils pensent en avoir 3, mais ils n'en ont que 2. Et ils ne le savent pas encore. Isabella n'avait pas lâché son couteau. Quelles autres ressources ? 2 navires, en fait. Le premier est un cargo de couverture, le Santa Maria, actuellement ancré sur la côte brésilienne à 2 jours d'ici. Il nous emmènera jusqu'au Pacifique. Elle marqua une pause. Le second est le HMS Vigilant, un destroyer en patrouille dans le Pacifique Sud. Il nous rejoindra aux abords des îles Cook pour nous fournir un appui militaire si nécessaire. Le délai est de 72 heures. Je sais, mais si on accepte l'échange, on peut gagner du temps, négocier, les faire attendre. Lex écoutait, mais son esprit était ailleurs. Sterling, quelque part dans une cellule comptant les heures. Les fragments, la porte, les dévoreurs, toutes les décisions qu'il avait prises et toutes celles qui restaient à prendre. Lex, la voix d'Isabella le ramena au présent. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? C'était la vraie question, n'est-ce pas ? Pas ce qu'il devait faire, pas ce qu'il pouvait faire. Non, ce qu'il voulait. Je veux sauver Sterling, dit-il lentement. Je veux empêcher l'ordre d'ouvrir la porte. Et je veux... Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Je veux croire qu'on peut faire les deux. Que je n'ai pas à choisir entre mon mentor et le reste du monde. Alors on essaie le plan d'Isabella, dit Victoria. On va aux îles Cook, on trouve le fragment, on négocie avec l'ordre. Et si ça ne marche pas, alors on improvise. Victoria eut un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est ce qu'on fait de mieux, non ? Elle se leva, soudain professionnelle. Je vais envoyer un télégramme à Pembroke. On accepte l'échange, en apparence. On leur dit qu'on a besoin de temps pour rejoindre un point de rendez-vous neutre, que le transport des artefacts depuis l'Amazonie est compliqué. Elle réfléchissait à voix haute, calculant. Ça devrait nous acheter 1 semaine, peut-être 10 jours. L'ordre veut ces fragments intacts.
Ils ne risqueront pas de nous brusquer et de nous voir disparaître dans la jungle avec. »« Et s'ils n'acceptent pas ?» demanda Isabella. « Oh, ils accepteront. Ils ont attendu des siècles pour réunir les fragments. Quelques jours de plus ne changeront rien pour eux. » Victoria ramassa ses affaires. « Je reviens dans 1 heure. Ne sortez pas. » Elle disparut, laissant Lex et Isabella seuls avec les artefacts et le poids de ce qu'ils venaient de décider. Cette nuit-là, Lex ne dormit pas. Il resta assis près de la fenêtre, regardant la lune se lever sur Porto Velo, les artefacts posés devant lui. Il pensait à Sterling, qu'il avait pris sous son aile quand il n'était qu'un étudiant arrogant, persuadé de tout savoir, qui lui avait appris que l'archéologie n'était pas une question de trésor, mais de vérité, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. « Tiens bon, professeur, je ne t'abandonnerai pas. » Un bruit derrière lui, la porte qui s'ouvre doucement. Isabella entra sans un mot. Elle portait une chemise trop grande, probablement celle de Lex, et ses cheveux étaient défaits. Sans hésitation, elle traversa la pièce et vint s'asseoir sur l'accoudoir de son fauteuil, sa cuisse contre son épaule. Un geste familier, naturel, comme si le baiser échangé dans la jungle avait effacé la distance entre eux. « Tu réfléchis trop, dit-elle. Je t'entends penser depuis ma chambre. » « Comment peux-tu entendre quelqu'un penser ? Les murs sans fin. Et tu soupires, beaucoup. » Elle posa une main sur sa nuque, ses doigts jouant distraitement avec ses cheveux. « Parle-moi. »« De quoi ? De ce qui te ronge, de ce qui t'empêche de dormir. » Lex hésita, puis lentement les mots vinrent. « Tous les gens qui comptent sur moi pour prendre les bonnes décisions. Sterling, toi, Victoria, même si je ne sais plus quoi penser d'elle. » Il fixa la lune. « Et tous ceux que j'ai déçus, les choix que j'ai faits et qui ont coûté des vies. » « Tu parles de la guerre ? Je parle de tout. La guerre, c'était le début. Mais depuis, chaque décision que je prends semble avoir des conséquences que je n'avais pas prévues. Des gens meurent, des gens souffrent, et je continue, parce que m'arrêter serait pire. » Isabella ne répondit pas tout de suite. Sa main continuait son mouvement apaisant dans ses cheveux. « Tu sais ce que je vois, moi, quand je te regarde, dit-elle finalement. Un idiot britannique qui ne sait pas quand abandonner ? Un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules et qui refuse de le laisser tomber. » Elle se pencha, déposa un baiser sur sa tempe. « Tu n'es pas responsable de tout, Lex. Pas des choix des autres, pas des horreurs de l'ordre, pas de ce qui est arrivé à Sterling. Mais j'aurais pu... » « Non. » Sa voix était ferme. « Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. » Elle glissa du fauteuil, s'installa sur ses genoux. Face à lui, ses bras autour de son cou. Leurs fronts se touchèrent. « Arrête de te punir, murmura-t-elle. Au moins pour cette nuit. » Il l'embrassa. Pas comme dans la jungle, urgent, volé au danger. Cette fois, c'était lent, tendre, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ses mains trouvèrent sa taille, la rapprochèrent. Quand ils se séparèrent, elle resta contre lui, sa tête dans le creux de son cou. « Reste, dit-il. »« Je n'avais pas l'intention de partir. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans le fauteuil trop étroit, regardant la lune traverser le ciel de Porto Velo. Quelque part, Sterling attendait. Quelque part, l'ordre préparait ses pièges. Quelque part, le destin du monde se jouait sur des fragments d'un puzzle millénaire. Mais pour cette nuit, juste cette nuit, ils se permettaient d'être simplement 2 personnes qui avaient besoin l'une de l'autre. Le lendemain matin, ils prirent le train pour la côte. Le Madeira Mamoré, cette ligne de chemin de fer qu'on appelait la Ferrovia do Diabo, le chemin de fer du diable, parce que des milliers d'ouvriers étaient morts en la construisant. Approprié, pensa Lex, en regardant la jungle défiler par la fenêtre. On prend le train du diable pour aller affronter des démons. Victoria avait envoyé ses télégrammes codés. Le HMS Vigilant changerait de cap dans les prochaines heures. Pembroke coordonnerait depuis son réseau invisible. Les pièces étaient en mouvement. Isabella était assise à côté de lui, sa main dans la sienne, sans se cacher. Victoria avait remarqué, bien sûr, elle remarquait tout, mais n'avait fait aucun commentaire. Peut-être comprenait-elle que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites.
Et quelque part, dans une cellule dont Lex ignorait la localisation, Sterling attendait. « Tiens bon, professeur, j'arrive !» Le train siffla, accélérant vers l'ouest, vers l'océan, vers les îles Cook et le cœur de l'ordre du Soleil Noir, vers la réponse à une question que Lex n'osait pas encore se poser. Combien était-il prêt à sacrifier pour sauver la vie d'un seul homme ? Chapitre 15. Secret et mensonge. Le Santa Maria n'était pas exactement ce que Lex avait imaginé. Victoria avait parlé d'un cargo de couverture, ce qui suggérait quelque chose de discret mais fonctionnel. Au lieu de ça, elle les avait conduits vers un rafio rouillé battant pavillon panaméen, amarré dans une crique isolée à 2 jours de Porto-Velo. « C'est une blague, dit Isabella, en contemplant le navire, qui semblait tenir par la seule force de la rouille. « C'est une couverture, corrigea Victoria. Le Santa Maria est officiellement un transporteur de caoutchouc. Officieusement, c'est un navire de renseignement de Sa Majesté. Équipage trié sur le volet, armement dissimulé, et assez rapide pour semer n'importe quel poursuivant. Le vrai HMS Vigilant, un destroyer, nous rejoindra dans le Pacifique. Et tu savais ça depuis le début. Ce n'était pas une question. La voix de Lex était plate, contrôlée. Depuis la révélation de la veille à Porto-Velo, la tension n'était pas retombée. Ils avaient passé 2 jours de voyage en train dans un silence pesant. Victoria gardant ses distances, Isabella lançant des regards assassins à la moindre occasion. « Mais Lex, on en a déjà parlé. Et je n'ai toujours pas digéré. » Victoria soupira. « Je comprends, mais là on est sur le même bateau, au sens propre. On peut continuer à se regarder en chien de faïence pendant 8 jours, ou on peut essayer de travailler ensemble. » Isabella cracha par terre. « Travailler avec une espionne ? Charmant. Une espionne qui vous a fourni un navire, des armes et un plan pour sauver Sterling. » Victoria monta à bord sans attendre de réponse. « Vous venez ou vous restez à quai ?» Le silence qui suivit était lourd, chargé de mots non dits. Finalement, Lex céda. « On n'a pas le choix de toute façon. Sterling est prisonnier. L'ordre a 2 vrais fragments, plus celui qu'ils trouveront probablement au Cook. Et notre seule chance est d'atteindre les îles avant eux. » Il contempla le Santa Maria avec résignation. « Alors montons sur ce rafio, et prions pour qu'il ne coule pas avant d'arriver. » La cabine qu'on leur attribua était étroite mais propre. 2 couchettes superposées, un hublot taché de sel, une table pliante. Victoria avait sa propre cabine. Privilège du rang, avait-elle dit avec un sourire crispé que personne n'avait rendu. Lex s'assit sur la couchette inférieure, la tête entre les mains. Les artefacts étaient rangés dans un coffre verrouillé sous le lit. Même à travers le métal, il percevait leur présence, ce battement régulier qui était devenu aussi familier que son propre cœur. Isabella entra sans frapper, referma la porte derrière elle. Sans hésitation, elle traversa la cabine et vint s'asseoir à côté de lui, épaule contre épaule. « Tu broies du noir, dit-elle. Ça se voit à la façon dont tu te tiens. Je pèse nos options. Tu t'inquiètes, oui. » Elle posa une main sur sa nuque, un geste tendre entre eux. « Tu veux me parler de Victoria, ou tu préfères continuer à te torturer en silence ?» Lex leva les yeux. Isabella le connaissait trop bien maintenant. Ils avaient traversé trop de choses ensemble. La jungle, le temple, les nuits à Porto-Velo, pour qu'ils puissent encore lui cacher quoi que ce soit. « Je me sens trahi, admit-il. Je pensais la connaître. 6 mois qu'on voyage ensemble, qu'on risque nos vies. Et tout ce temps, elle jouait un rôle. Peut-être pas tout. Comment ça? Les menteurs professionnels, je connais. Mon père en côtoyait pendant la Révolution. Des types qui pouvaient te regarder dans les yeux et te jurer que le ciel était vert. » Elle marqua une pause. Victoria n'est pas comme ça. Elle ment sur les faits, oui, sur sa mission, sur ses contacts, mais pas sur l'essentiel. Tu la défends maintenant? Je l'observe. Et je me souviens qu'elle a risqué sa vie pour nous au Brésil, qu'elle n'a pas hésité une seconde à entrer dans ce temple. Isabella tourna la tête vers lui. Elle a fait des erreurs, elle nous a menti, mais je ne crois pas qu'elle soit notre ennemie. Lex soupira. J'aimerais pouvoir lui faire confiance comme avant. La confiance, ça se reconstruit, mais pas en un jour. Elle l'embrassa sur la tempe. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler. Sterling, les îles Cook, l'ordre.
Victoria, on verra après. Il hocha la tête, passa un bras autour de sa taille. Elle se laissa aller contre lui, et pendant un moment, le poids du monde sembla moins lourd. Le Santa Maria navigua pendant 8 jours à travers le Pacifique. 8 jours de ciel immense et d'eau infinie, de nuits étoilées et de journées brûlantes. Le premier jour, Lex resta prostré dans la cabine, le mal de mer le clouant à sa couchette. Le cargo tanguait différemment des paquebots qu'il avait empruntés pour traverser l'Atlantique. Des mouvements plus secs, plus imprévisibles. Isabella lui apportait des biscuits secs et du thé au gingembre, se moquant gentiment de l'aventurier, incapable de supporter quelques vagues. Le deuxième jour, il émergea enfin sur le pont. Le Pacifique s'étendait autour d'eux, une immensité bleue qui avalait l'horizon dans toutes les directions. Pas de terre en vue, pas d'autres navires, juste le ciel et l'eau, et cette ligne parfaite où ils se rejoignaient. Le Santa Maria craquait et gémissait comme une bête fatiguée. La rouille qui rongeait sa coque n'était pas qu'un camouflage. Le navire avait vécu. Beaucoup trop vécu. Mais sous cette apparence d'Hécatie, les machines tournaient avec une régularité rassurante. Victoria n'avait pas menti. Ce rafio était plus solide qu'il n'en avait l'air. L'équipage comptait une 12aine d'hommes, des visages tannés par le sel et le soleil, des mains calleuses, des regards qui en avaient vu d'autres. Le capitaine, un Gallois taciturne du nom de Davis, ne leur adressa pas 3 mots de tout le voyage. Son second, en revanche, un Indien aux yeux rieurs nommé Rajan, semblait prendre un plaisir particulier à raconter des histoires de mer pendant les repas. Des histoires de tempêtes, de monstres marins, de navires fantômes. Lex ne savait jamais s'il devait le croire ou non. Les journées s'écoulaient selon un rythme immuable. L'aube rosissait l'horizon vers 6 heures. Le petit déjeuner, porridge et café noir, était servi à 7. Puis venaient les longues heures de chaleur, quand le soleil transformait le pont en fournaise et qu'il fallait se réfugier à l'ombre. Le soir apportait un répit, une brise qui sentait le sel et l'aventure. Lex passa ce temps à étudier les cartes des îles Cook que Victoria avait fournies, à mémoriser les plans du complexe de l'ordre, à préparer des stratégies qui semblaient toutes désespérées. Il étalait les documents sur la table de leur cabine, traçant des itinéraires, calculant des distances, imaginant des scénarios. La plupart se terminaient mal. Mais surtout, il passa ce temps avec Isabella. Leur relation avait trouvé un rythme, les nuits dans la cabine étroite, à parler jusqu'à l'épuisement, ou à simplement rester silencieux, enlacés. Les matins, sur le pont, à boire un café amer, face à l'horizon. Les moments volés entre 2 séances de planification quand leurs mains se trouvaient sous la table. Un après-midi, ils découvrirent un banc de dauphins qui escortèrent le navire pendant près d'1 heure. Isabella s'accouda au bastingage, fascinée par leurs sauts et leurs pirouettes. Elle riait. Un son que Lex n'avait pas entendu souvent. Et il resta là, à l'observer contempler les dauphins, se demandant comment il avait pu vivre si longtemps sans connaître ce visage. Une nuit, une tempête les surprit. Pas un ouragan, juste un grain violent qui secoua le Santa Maria comme un jouet. Lex et Isabella restèrent cramponnés à leur couchette, écoutant le vent hurler et les vagues frapper la coque. Au matin, le calme était revenu, comme si rien ne s'était passé. Le Pacifique avait montré ses dents, puis s'était rendormi. Ils apprenaient à se connaître au-delà de la survie. Les petites choses, elle détestait les huîtres. Il ronflait légèrement quand il était épuisé. Elle parlait en espagnol dans son sommeil. Il avait l'habitude de tapoter ses doigts quand il réfléchissait. Ces détails insignifiants qui construisaient une intimité plus profonde que n'importe quelle déclaration. Victoria les observait parfois. Elle ne disait rien, mais Lex percevait dans ses yeux une résignation, ou une forme de soulagement, comme si elle avait toujours su que ça finirait ainsi. Un soir, alors qu'Isabella dormait, Lex la trouva seule sur le pont arrière, fumant une cigarette, les yeux levés vers les étoiles. « Je peux » demanda-t-il en désignant l'espace à côté d'elle. Elle acquiesça sans le regarder. Ils restèrent silencieux un long temps, écoutant le bruit des vagues. « Je ne m'excuse pas, dit finalement Victoria. Pour t'avoir menti, c'était mon travail, et je le referai. Je sais. Mais je m'excuse de ne pas t'avoir fait confiance plus tôt. De ne pas t'avoir dit la vérité quand c'était devenu évident que tu n'étais pas une menace, mais un allié. » Elle écrasa sa cigarette. « J'ai suivi les protocoles au lieu de suivre mon instinct. C'était une erreur. » « Qu'est-ce que ton instinct te disait »
Elle se tourna enfin vers lui. Que tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui méritait la vérité. Une pause. Puis Lex tendit la main. Repartons de zéro. Pas d'amitié, c'est trop tôt. Mais une alliance, honnête cette fois. Victoria fixa sa main, puis la serra. Une alliance, répéta-t-elle. Je peux vivre avec ça. Ils restèrent côte à côte, contemplant les étoiles. L'atmosphère n'était plus hostile, juste deux personnes qui apprenaient à se connaître différemment. Tu l'aimes dit soudain Victoria. Ce n'était pas une question. Lex ne répondit pas tout de suite. Aimer. Le mot semblait trop simple pour ce qu'il ressentait, et trop compliqué à la fois. Je ne sais pas ce que j'éprouve exactement, admit-il. Tout s'est passé si vite. Le danger, la fuite, les moments volés. Est-ce que c'est de l'amour ou juste l'intensité de la situation? Tu veux mon avis? Vas-y, oui. J'ai vu beaucoup de gens former des liens pendant des crises. La plupart du temps, ça ne survit pas au retour à la normale. Elle alluma une autre cigarette. Mais vous deux, c'est différent. Ce n'est pas juste de l'adrénaline. C'est la façon dont tu la regardes quand elle ne fait pas attention. Comment elle te touche, naturellement, sans y penser. Comme si vous vous étiez toujours connus. Tu sembles avoir beaucoup observé. C'est mon métier. Un sourire triste. Et peut-être que j'aurais aimé que quelqu'un me regarde comme ça un jour. Lex ne sut pas quoi répondre. Il y avait de la vulnérabilité dans cet aveu. Une faille qu'il n'avait jamais vue chez Victoria. Le bon moment viendra, dit-il finalement. Peut-être. Elle jeta sa cigarette par-dessus bord. Ou alors certaines personnes ne sont pas faites pour ça. Mon rôle, c'est d'observer les autres trouver le bonheur et de m'assurer qu'ils survivent assez longtemps pour en profiter. C'est terriblement cynique. Ou peut-être terriblement réaliste. Elle se leva. Bonne nuit, Lex. Profite du temps qu'il te reste avant demain. Elle disparut entre les entrailles du navire, laissant Lex seul avec les étoiles et une compréhension nouvelle de la femme qu'il avait cru connaître. Le 5e jour, Victoria vint les trouver au petit déjeuner. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, les traits tirés. Mais pour la première fois depuis leur embarquement, un soulagement perçait dans sa voix. « J'ai des nouvelles. Pembroke a négocié avec l'ordre via des intermédiaires. L'ultimatum est étendu à 2 semaines. » « Comment ?» demanda Isabella, méfiante. « On leur a fait croire qu'on avait besoin de temps pour négocier, que Lex voulait des garanties sur l'état de Sterling avant tout échange. » Victoria haussa les épaules. « Ils ont mordu à l'hameçon. Ils veulent les fragments plus que tout. 2 semaines d'attente, ça ne représente rien pour une organisation qui existe depuis des siècles. » Lex expira lentement. 2 semaines. C'était assez pour atteindre les îles Cook. « Et Sterling ?» demanda-t-il. Le soulagement de Victoria s'effaça. Transféré aux îles Cook il y a 3 jours. Vivant, mais... Elle hésita. Il l'interroge. Apparemment, il refuse de coopérer. Le sang de Lex se glaça. Il connaissait les méthodes de l'ordre maintenant. Il avait vu ce qu'ils avaient fait à Carlos. « On doit accélérer, dit-il. »« On fait ce qu'on peut. Le Santa Maria n'ira pas plus vite. » Victoria sortit une carte, la déplia sur la table. « Mais j'ai un plan. L'île principale de l'ordre, Rarotonga, est lourdement gardée. Inenvisageable d'approcher sans être détecté. Mais il y a une île secondaire, Aitutaki, où ils ont un avant-poste moins surveillé. Tu proposes qu'on passe par là? Je propose qu'on y débarque discrètement, qu'on vole un de leurs bateaux et qu'on s'infiltre dans Rarotonga en se faisant passer pour des membres de l'ordre. » Elle les dévisagea tour à tour. C'est risqué, très risqué, mais c'est notre meilleure chance. Isabella étudiait la carte, son doigt traçant les distances. Les patrouilles? 2 bateaux font le tour de l'île toutes les 4 heures. Il y a une fenêtre de 40 minutes pendant le changement de garde. Et une fois sur Rarotonga, j'ai des contacts à l'intérieur, des gens qui ne sont pas d'accord avec la direction que prend l'ordre. Victoria rangea la carte. Ce n'est pas un plan parfait, mais c'est un plan. Lex se tourna vers Isabella. Elle hocha imperceptiblement la tête. « D'accord, dit-il. On le fait. » La veille de leur arrivée, Lex et Isabella se retrouvèrent sur le pont à l'aube, incapables de dormir. L'île était quelque part devant eux, invisible encore, mais présente comme une menace.
Quand tout ça sera fini, dit Lex, je t'emmènerai quelque part. N'importe où. Dis-moi. N'importe où? N'importe où. Elle réfléchit. Je n'ai jamais vu la neige. Alors je t'emmène voir la neige. Les Alpes peut-être, ou le Canada. C'est une promesse? Oui, c'est une promesse. Elle sourit, puis son expression redevint sérieuse. Lex, ces derniers jours, c'est la première fois depuis des années que je me sens vivante, vraiment vivante. Elle posa une main sur son cœur. Je ne suis pas doué pour dire ces choses, mais avec toi, je n'arrive pas à garder mes distances, et je ne suis pas sûr de vouloir essayer. Il l'embrassa, longtemps, comme pour sceller la promesse. Le Santa Maria poursuivait sa route, emportant avec lui 3 voyageurs, 2 artefacts, et l'espoir fragile d'un avenir à construire.